C'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Comme Levin. On va parler de ton parcours et de ton livre, surtout du livre. Hop, il est là, si vous nous suivez en Facebook. Elle est bien, Victoire. Hein. Montre comment il est épais. Un candidat, oui. Il est bien gros, il est bien fort. Un candidat moto. On en parle. On va en parler tout de suite, mais avant, on va revenir un petit peu sur ton parcours, ta carrière. Alors, tu as commencé le métier de comédien en 2001. Tu as 11 ans. Alors, tu les fais pas. Oui. tu as 11 ans à l'époque, évidemment. Ah, d'accord, pardon, t'as pas mal. Alors, est-ce que tu as su très tôt que tu voulais faire ce métier ? Ouais, Ou c'est un hasard total ? Moi, je situe ça vers 6-8 ans. Ouais. Vers 6-8 ans. Et alors, première apparition à la télé ou au cinéma, c'était avec quoi ? Donc, c'était à la télé, sur une série qui s'appelait PJ Saint-Martin. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, très bien. Ah, j'adorais PJ. PJ, Je me souviens pas du tout. Ah, j'adorais. C'est avec Bruno Volkovitch. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà. Et donc, Thierry Desroses. Je suis venu, il me semble, 2 ou 3 jours. J'avais un petit rôle, je me souviens, c'était le meilleur ami du fils du commissaire. Voilà. Ah ouais. Je me souviens de l'intitulé. Ah bah c'est classe, dis donc. Le meilleur ami du fils du commissaire. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est le nom de l'épisode. Mais non, parce que généralement, c'est toujours des petites frappes et tout qu'il y a dans ce genre d'épisode de. Non, après, j'avais pas le physique. Hein, donc, moi, j'aurais bien aimé faire une petite frappe si tu veux, mais je trouvais que c'était pas possible. Premier film pour le cinéma, ça sera quoi ? Ça sera Qui perd gagne ? Exactement, c'est bien ça en 2013. J'ai pas la date, mais je crois que c'est ça, oui, ça aussi, de mémoire. En tout cas, j'avais 13 ans, donc c'était vers 2013, je pense. C'était avec Thierry Lhermitte. Exactement, et Elsa Silberstein. Alors, comment s'est passée la vie de comédien et la vie de collégien ? Je suppose que tu jonglais entre les deux ? Je jonglais entre les deux. C'était un peu particulier parce que forcément, en plus d'être rouquin et d'avoir les yeux bleus, ce qui faisait que déjà je me faisais remarquer, quoi que je fasse, assez rapidement, je suis devenu aussi celui qui jouait dans des films. Alors que moi, c'était plus un truc c'était ma deuxième vie, c'était mon autre vie, donc je j'avais pas forcément envie de mélanger les deux, mais ça s'imposait, quoi. Et le grand public te découvre dans Radio Star. On peut dire ça. Plutôt. Oui, bien sûr, on peut dire ça. De Romain Lévy qu'on a reçu dans l'émission. Alors comment Romain t'a découvert Découvert. On a un problème. Comment il t'a découvert ? Eh ben en fait par un casting de la manière la plus classique du monde. Si ce n'est que, en fait, juste avant, j'avais fait une web série qui était réalisée par Géraldine Nakache, qui est une de ses amies d'enfance. Et moi, je répétais déjà, j'apprenais le texte pour le casting du film de Romain. Et elle a reconnu le film de Romain, de son pote. Moi, je ne savais pas du tout qu'ils étaient amis. Et elle a dit « Ah, mais tu sais que c'est mon meilleur ami et tout ça. » Voilà, et je dis « Ah, bah, ça a l'air super ce projet. Le rôle, il est ouf. Faut bégayer. » Donc, j'étais en train de le travailler. Elle dit bah, « je dirais un mot à Romain. » Et en fait, quand je suis arrivé au premier jour du casting, bon, après, j'ai fait plusieurs tours. Hein, ça a duré plusieurs mois avant d'être pris. Mais dès le premier jour, en fait, Romain est venu m'accueillir et m'a dit voilà, Géraldine m'a dit beaucoup de bien de toi. Donc, on va voir. Eh ben, en tout cas, tu as très bien bossé le beg, parce que moi, quand j'ai vu le film, j'ai cru vraiment que tu étais beg. Ah ouais, c'est génial. Mais franchement, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire à l'époque. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment cru que j'étais beg. Ah oui, oui, non, mais je pense qu'il y a des directeurs et des directrices de casting qui m'ont pas appelé. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. non, ne le prenez pas, il est beg. Un souvenir de tournage sur Radio Star ? Un bon souvenir ? Ouais, alors un des premiers jours, en fait, moi j'avais une petite tradition. C'est souvent en début de tournage, j'aime bien faire des brownies, qui est la recette de ma grand-mère américaine, et j'en fais et je les distribue aux gens de l'équipe, aux autres acteurs. Et je me souviens, donc on était dans le TGV parce qu'on commençait le tournage à Marseille, et j'en propose à tout le monde. Et Manu Payet était persuadé que en fait j'avais mis de la bœuf dedans et que j'essayais de saboter le début du tournage et de droguer tout le monde à leur insu, quoi. Donc il n'osait pas en manger, il se disait mais il y a une fourberie, quoi. Il a osé quand même quand il a vu. Oui, bah bien sûr, parce qu'en plus moi Est-ce qu'il y avait vraiment un truc, tu peux nous dire, pas du tout. Mais d'ailleurs, quand on a fait la promotion de Gangsterdam, on est allé à C'est à vous,
je suis allé avec des brownies que j'ai offert à tout le monde en leur faisant croire qu'il y avait de la bœuf. Donc ça avait créé un petit buzz à l'époque et c'était en fait directement inspiré de ce souvenir, de cette anecdote. Exactement. Tu retrouveras Romain Lévy dans Gangsterdam, film qui a connu une petite polémique. Petite énorme polémique, on en avait parlé ici. Alors comment tu as vécu cette polémique? Alors on la rappelle, c'était le film avait été accusé un petit peu de misogynie, antisémitisme, racisme. Il y avait un petit peu de tout. Oui, apologie du viol. C'est ça, Oui, c'est le mot que je cherchais, apologie. Voilà. Alors comment tu l'as vécu cette polémique? Parce que c'était ton personnage en plus c'est Durex, bon, pour vous dire le niveau. Parce que tout le monde a parlé de Kev Adams, alors que Kev Adams n'avait pas du tout les répliques. C'est toi qui avais les... Non, mais en fait, c'est ça aussi. Ça montre bien en fait ce que c'est une polémique médiatique, parce que effectivement tout le monde parlait de Kev Adams alors que ça concernait pas son personnage. En même temps, en tant que star du film, c'était lui qui se retrouvait responsable, ou en tout cas qui se retrouvait le plus associé à ça. Franchement, ça a été hyper violent pour tout le monde. Ça a été d'autant plus violent qu'en fait ce film, il a vraiment été fait par des bisounours en fait, par des gens qui sont très sincères dans leur envie de faire du cinéma et à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit Alain Attal, le producteur, et les deux autres productrices, Marie Jardillet et Emma Javot, qui n'avaient même pas 30 ans à l'époque. Je veux dire, rien que par le parcours et le profil de ces trois producteurs, de dire que le film est misogyne et antisémite, ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens, et c'est à l'encontre de toutes les raisons pour lesquelles ils font du cinéma. Romain et Mathieu sont des gens tellement bienveillants, tellement gentils, que voilà, c'est hyper violent. Et puis après, en ce qui me concerne moi, c'est vrai que c'est pas évident de voir sur plein d'articles sa photo associée à des trucs, à un procès d'intention horrible, et d'autant plus que voilà, que derrière la part de ce qu'on va associer à ton image ou pas, on sait pas, enfin ça fait peur quoi. C'était une période compliquée clairement pour tout le monde, pour tous les gens qui ont fait ce film. Les gens ont dit il est bègue, en plus il est raciste. Si tu veux, c'est un peu ça. Mais après, moi, je trouve que Romain, avec ses deux rôles, il m'a fait faire des performances d'acteur. Ah oui. Et c'est aussi, c'est carrément pour ça que je veux faire ce métier. Et si je dois les refaire demain, je les refais, mais direct, quoi, sans aucun problème. C'était des super rôles que j'aime beaucoup et que j'ai adoré faire. Voilà, donc vous pouvez les Radio Star et Gangsterdam, vous les retrouvez en DVD et en Blu-ray. Évidemment, à la fin. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Hop, voilà. Tu as tourné également sous la direction de Luc Besson. Oui. C'était Malavita qui t'a permis de rencontrer Robert De Niro. Alors, un petit souvenir avec Robert. Avec Bobby. Il y a deux souvenirs. Alors, le premier souvenir, c'est que donc moi, mes scènes, elles étaient au début du tournage en Normandie. Et Robert De Niro n'était pas encore arrivé en fait sur le tournage, et on est en plein pendant une séquence, et en plein même sur un gros plan sur moi, et je me souviens la caméra qui en plus était vraiment une caméra énorme, était très serrée sur mon visage comme ça, et derrière il y avait une espèce de petite tente où il y a le combo, c'est l'écran de contrôle pour le réalisateur et la script, et voilà. Et je suis en train de faire mes répliques, ma scène, et derrière la caméra, derrière la tente du combo, je vois arriver 3 grosses Mercedes. Et je vois, tout en jouant Robert De Niro, donc sortir d'une des Mercedes, être accueilli par des assistants et être invité à passer sous la tente du combo. Donc je me dis, ok, Robert De Niro arrive pour son premier jour sur le plateau du nouveau film de Luc Besson, et la première chose qu'il va voir au combo, c'est ma gueule en gros plan. J'ai pas fini la prise, hein. J'ai bégayé pour le coup, pour de vrai. J'ai dû ma langue a fourché. Enfin bon, j'ai raté ma réplique. J'ai glissé. Voilà. Et après, non, une deuxième aussi petite anecdote. C'est que quand j'ai enfin rencontré directement Robert De Niro, c'est Luc Besson qui me l'a présenté le soir, et je passais pas très loin de la table où ils étaient, et Luc m'appelle
Et je me souviens qu'en marchant vers eux, je me dis, ok, donc là, concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est Luc Besson qui me présente Robert De Niro. Et je me suis dit, voilà, ça c'est fait dans ma vie. Je ne sais pas ce qui me réserve la suite, mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment fait. Truc de ouf, Voilà. quoi. Ouais. Tu réalises également, Ouais. récemment, il y a eu Beat Con Merde, un court-métrage sur lequel tu bosses la version longue. C'est bien ça? Exactement, alors c'est un court-métrage qui va passer sur OCS, donc Ouais. le 4 avril, la 4 première avril. diffusion, et qui sera aussi disponible sur le site, il me semble. Et en fait, c'est un projet que je porte depuis des années. Ça a été très compliqué de le monter en court-métrage parce que la comédie dans les courts-métrages en France, c'est difficile d'avoir du financement. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai commencé à développer une version longue de cette même histoire. Et là, je suis activement en train de l'écrire. Ça avance bien. Ça avance, ça c'est sûr que ça avance. Bien, c'est toujours difficile en écriture de savoir si ça avance bien. C'est des allers-retours, c'est des zigzags. Mais au moins ça avance. C'est pas au fond d'un tiroir ou abandonné. Donc ça, c'est c'est déjà pas mal. Et j'ai pas vu de théâtre dans ta bio. Et- On te propose rien ou t'as pas envie? Non, alors il y a failli, j'ai failli en faire il y a 2 ans, il me semble. On m'a proposé une pièce. J'aurais tenu un des rôles principaux au théâtre de la Madeleine, qui est un super D'accord. théâtre, une grande salle. La pièce c'est pas fait et honnêtement, je crois que c'est pas plus mal parce que je pense que j'étais pas du tout prêt pour la réalité de ce que ça représente. En fait, c'est vraiment un autre métier. Moi, je dirais même c'est vraiment un métier, parce que acteur, c'est une belle arnaque en règle générale. Et comédien de théâtre, je veux dire, d'un point de vue technique, en fait, c'est un métier, quoi, et c'est pas le mien. Donc voilà, je fais déjà beaucoup de choses. J'écris, je réalise, je joue dans des films, j'ai écrit un livre. Devenir comédien de théâtre, je pense que ça représenterait pour moi une telle énergie que c'est pas du tout ma priorité pour l'instant. Pas pour l'instant. en Voilà. tout cas. Et le livre que tu as écrit, c'est Un Candide à moto. C'est édité chez Plomb. Alors, c'est un récit de voyage. Tu es parti seul en moto pour rejoindre Istanbul via les Balkans. Voilà. Comment tu as pris cette décision? Mais sur un coup de tête, en fait. C'était une période de ma vie où un peu ce qu'on appelle une fin de cycle. C'est le classique, en fait, hein. Pas de meuf, pas de boulot. J'ai rien à faire, j'ai du temps devant moi, j'ai une moto qui m'attend dans mon garage. Et voilà, en fait, je rêvais depuis très longtemps parce que j'étais bercé par des récits de grands voyageurs et tout ça. Je rêvais de faire un voyage au long cours en moto, qui est vraiment ma deuxième passion avec le cinéma. Et j'ai regardé l'endroit le plus loin que je pouvais aller sans visa, et c'était la Turquie, c'était Istanbul, donc je suis parti. Alors, tu es parti avec quel modèle de moto? Alors, je suis parti avec une Harley Davidson, un modèle Sportster, qui est pas du tout fait pour un voyage de ce type. Et d'ailleurs, on t'a déconseillé de partir avec. Bon, pourquoi ? Non, c'est ce que tu c'est dis ce dans, qui est dit dans le ce que livre, tu ouais. dis dans le Non, livre. je dis que tout le monde me déconseillait de partir avec cette moto-là, mais que moi, j'étais très content de partir avec elle pour une simple et bonne raison, c'est que c'était ma moto, quoi. C'était vraiment ma moto de tous les jours, et que j'avais cette fierté-là de me dire que c'était la même moto qui me servait à aller dans un autre arrondissement de Paris, qui allait me permettre de traverser toute l'Europe. Alors, combien de kilomètres en moyenne par jour? Je faisais à peu près 300 km par jour en moyenne, ce qui est pas énorme, mais comme je faisais tout par les petites routes, que je prenais mon temps, que j'improvisais, que je m'arrêtais dès que j'avais envie, ou que je voyais un truc sympa, que je visitais un village ou un musée, finalement, en règle générale, je me retrouvais pas loin de 10 heures, entre 8 et 10 heures, le cul vissé sur la selle par jour, parce qu'en fait, je roulais très, très lentement, je roulais à 70 km/h. Et voilà, donc ça faisait des bonnes journées. Et je recommande vraiment pour toute personne qui a envie de faire un voyage comme ça, à partir du moment où tu dépasses 3-4 jours de voyage en moto, je pense qu'il ne faut pas faire plus de 300 km par jour, parce que sinon, en fait, c'est trop se fatiguer trop vite, quoi. D'ailleurs, il y a plein de conseils au début du livre, hein, ce qu'il faut amener, ce qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, toi, tu oublies les jumelles. Ouais. Donc, il faut le dire aux auditeurs, si vous partez avec en road trip, n'oubliez pas les jumelles, parce que
parce que ça peut vous servir. Bah ouais, parce que c'est hyper cool quand on est dans des paysages immenses et encore plus quand ils deviennent complètement sauvages de pouvoir regarder en fait avec des jumelles. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je pratique aussi à Paris pour espionner les voisins. Mais voilà. Et sinon pour les aspects techniques, c'est vrai que moi mon approche quand je me suis mis à écrire mon voyage, c'était celle de justement avoir un côté très pragmatique, de prendre une distance vis-à-vis des fameux récits héroïques d'aventuriers qui moi me faisaient fantasmer, et d'être sur un côté en fait beaucoup plus terre à terre et qui rendent ce voyage peut-être un peu impressionnant comme ça, mais en fait qui montre à quel point en fait il est accessible, parce que moi je suis pas du tout un aventurier et j'ai réussi quoi, je suis allé au bout. Et donc dans ce livre tu racontes toutes tes rencontres, laquelle t'as le plus marqué? Il y en a plein, évidemment, mais c'est vrai qu'au Monténégro, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Samir et qui était dans un tout petit village qui s'appelait Bobocht. Et ça a été la rencontre la plus forte. Pourquoi? Parce qu'il faudra lire le bouquin. Voilà. Candidat moto. Alors, est-ce que tu penses que si un étranger fait un road trip chez nous, il sera aussi bien accueilli que toi? Non, mais je trouve que t'es vachement bien accueilli par les gens. À un moment, tu dors, par exemple, dans un champ, et le lendemain matin, tu croises le paysan qui te dit rien, finalement. Qui te dit, bon, bah, c'est cool. Tu racontes ce que tu fais. Il fait, bonne chance. Bon, alors, pour avoir beaucoup voyagé en France aussi, la réponse honnête à cette question, c'est évidemment non. Évidemment non. Après, ce qui est sûr, c'est que en fait, mon voyage, plus j'avance en fait dès la Slovénie, en fait, plus je sens fortement les influences islamo-turques. Et c'est vrai que dans la culture de l'islam, l'accueil du voyageur, l'accueil de l'étranger est hyper importante. Donc c'est ce qui explique aussi cet accueil que j'ai reçu. Je veux juste dire quand même que quelques années après ce voyage, j'ai fait une traversée de la France en moto, et je me suis fait piéger, mais dans un orage horrible, au moment de passer un col en Ardèche. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu aller jusqu'à la destination que je m'étais fixée pour ce jour-là. Et c'était vraiment trop dangereux. Et je me suis arrêté dans un village. La nuit était déjà tombée et j'ai toqué à une porte au hasard, une maison. J'étais trempé, j'avais mon casque, j'étais avec mon gros cuir, mes vêtements de pluie, je ressemblais à un espèce de monstre. Et le monsieur qui m'a ouvert m'a accueilli, m'a proposé de prendre un bain, m'a laissé étendre toutes mes affaires devant sa cheminée sans poser aucune question. Enfin vraiment, si j'aurais pu dormir chez lui. Bon, après il y a un ami qui est venu me chercher, mais enfin j'ai reçu un accueil comme ça. Totalement généreux et sans crainte. Et t'as jamais eu peur pendant le voyage? Des gens que tu rencontres. À un moment, je sais que tu embarques dans un Zodiac avec des Allemands. Ouais. Tu t'es pas dit, tiens, ça sent mauvais. Non, ça c'est aussi au tout début du bouquin. Je raconte que moi je suis d'un naturel plutôt peureux. Et en fait, évidemment, il y avait plein de choses qui me faisaient peur à partir du moment où j'avais pris la décision de partir. J'imaginais ce qui pourrait m'arriver de pire. Mais le jour du départ, tout ça c'est parti. Et j'ai plus jamais eu peur. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon voyage s'est aussi bien passé. C'est parce que j'avais peur de rien. Alors moi j'ai trouvé le livre hyper intéressant parce que je suis nul en géo par exemple, et je t'ai suivi du coup sur toute la carte. Bah ça me fait super plaisir. Et c'est écrit, tu le dis au début du livre, c'est écrit simplement. Tu t'es pas pris la tête, enfin tu voulais vraiment montrer ce que tu avais vraiment vécu, donc c'est écrit simplement, et du coup ça se lit très vite. Léa, je crois que tu as aimé aussi le livre. Oui, j'ai adoré exactement ce que tu as dit. Alors moi je suis pas nulle en géo, mais du coup justement j'ai bien aimé suivre et faire le tracé, tu sais, comme dans les films où parfois tu as des plans où il suit la carte, tu sais. Et du coup moi je suivais du coup le protagoniste à moto dans ma tête, et c'était hyper agréable. En plus on passe par des petits points aussi historiques.
Et oui, effectivement, c'est écrit fluide. Enfin, Ouais, c'est ça. il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de recherche, de punchline, etc., comme on voit chez certains auteurs en France. Et du coup, c'est hyper reposant de lire ça. Ça se lit bien, en fait. En plus de se lire vite, ça se lit bien, c'est agréable. On n'est pas obligé de relire 3 fois la même phrase pour comprendre. Moi, ça me saoule, ce genre de bouquin, quoi. Et du coup, c'est vraiment le road trip. C'est vraiment écrit comme un road trip. Ouais. Et du coup, voilà, on avance avec lui, c'est fluide. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette, ouais. Et t'as pas pensé à faire, par exemple, une version photo ? Non. Alors en fait, même par rapport à ce que vous disiez sur la carte, ça me fait super plaisir parce que on s'est posé très vite la question avec l'éditeur de, au début de chaque chapitre, mettre une carte du pays que je traverse, parce que le livre est chapitré par pays que je traverse. Et en fait, moi, je me suis rappelé justement que quand je lisais les livres de voyage, j'aimais bien, quand je le décidais, aller chercher sur Internet où il est et tout ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai envie de laisser ce plaisir au lecteur parce que si je donne les cartes moi-même, et en fait, ça impose le chemin, ça impose de voir visuellement l'itinéraire. Et pour les photos, c'était la même chose. Moi, j'ai fait quelques photos évidemment pendant mon voyage, mais j'avais envie de les garder parce que le plaisir de lire, c'est justement de ne pas avoir d'image, c'est de les imaginer nous-mêmes, voilà, peut-être. Exactement. Donc, voilà. Il y a une photo que j'ai envie de voir, moi, qui a l'air très très drôle, c'est quand tu arrives à la frontière turque, pardon, j'allais dire la frontière d'Istanbul, pas du tout, mais sur la frontière turque, et que tu mets ton retardateur photo, tu te places devant la photo, et au moment que la photo se déclenche, il y a un militaire qui en fait, il y a un militaire qui m'engueule parce que je me suis arrêté à un endroit où j'ai pas le droit, et il a son fusil, peut-être pas pointé sur moi, mais genre il est vraiment de toute façon à la turque, hein, les Turcs ils sont un peu bougons, ils sont un peu bruts, et donc moi j'ai cette espèce de sourire crispé où d'un côté en fait je suis hyper heureux d'arriver à cette frontière, et en même temps je temporise avec le militaire. Mais c'est bien, on l'imagine. Est-ce que tu penses à l'adapter au cinéma ? Tu penses que ce serait, ou en court-métrage, une bonne idée ? Court-métrage, c'est c'est compliqué. Il arriverait à peine à la frontière française. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très adaptable. Après, si jamais un réalisateur, c'est peut-être l'occasion de passer le message, si jamais un réalisateur lisait mon livre et avait une vision de comment l'adapter, je serais très curieux et très curieux de voir quelles sont ses idées, et pourquoi pas lui laisser lui laisser écrire un scénario, tiré du... Enfin, j'aime bien l'idée que mon voyage pourrait se faire réapproprier par quelqu'un d'autre que moi. Et alors, depuis l'écriture, ou peut-être avant, tu étais déjà passionné de géopolitique ? Ou tu l'es devenu en l'écrivant ? Non, c'est vraiment l'autre sujet du livre. C'est pas du tout un livre sur la géopolitique, mais ça raconte comment en fait ce voyage très candide m'a amené à comprendre d'abord ce que c'était la géopolitique, ce qu'on appelait géopolitique, parce qu'en fait c'est un mot qui fait un peu peur comme ça, qui a l'air un peu pompeux, mais c'est globalement assez pragmatique justement, et ça a déclenché une passion chez moi, et du coup quand je suis rentré de ce voyage, en fait je me suis inscrit à l'Institut français de géopolitique en auditeur libre, et j'ai commencé à suivre des cours de géopolitique. Voilà. Donc peut-être vous aussi, en lisant Un candidat moto, vous aurez envie d'être auditeur libre. C'est Paris 8e. Ouais, c'est à Saint-Denis. On retrouve, comme tout de suite après Cyril Liévois, Tambourine. Et maintenant, c'est l'interview. Attention, parce que moi j'ai la classe. Ouais, c'est vrai. Lui. Alors, comme tu es venu pour nous parler de Un candidat à moto, ton récit de voyage, je vais te faire une interview road trip, un peu voyage. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Ok. Plutôt voyage ou week-end à Rome ? Week-end à Rome. Plutôt valise ou sac à dos ? Sac à dos. Plutôt voyage au centre de la Terre ou voyage au bout de la nuit ? Voyage au centre de la Terre. Plutôt sur la route ou la grande vadrouille ? La grande vadrouille. Plutôt Koh-Lanta ou rendez-vous en terre inconnue ? Rendez-vous en terre inconnue, c'est compliqué parce qu'on a envie de kiffer et en même temps ça pose quand même des grandes questions morales. Rendez-vous à Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, allez, quand même, je vais dire rendez-vous en terre inconnue. Et enfin, plutôt Easy Rider ou un candidat moto ?
Bah, Easy Rider. Mais pour découvrir comme, c'est dans Un Cordil à moto, 4421 km de rencontres et d'aventures entre Paris et Istanbul. Merci comme d'être venu dans Pantoufles Explosives. Mais c'était un grand plaisir de découvrir cette table.